Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents aussi nombreuses et nombreux. Dans la continuité de ce qui a été discuté et analysé ce matin, nous avons fait le choix de consacrer un temps à la Palestine pour y analyser les répercussions du 11 septembre et celles de la guerre en Irak, et aussi pour y voir comment se traduisent et se reflètent les questions liées au terrorisme, à l'islamisme et au djihadisme dans la question palestinienne. Permettez-moi, avant de commencer ce débat, de rappeler quelques éléments historiques et contextuels de la Palestine à la veille du 11 septembre. Au début des années 90, la difficulté des Israéliens à gérer la première intifada palestinienne qui débutait en décembre 1987 et leur incapacité à contrôler toutes les villes palestiniennes et donc à assurer la sécurité des colons israéliens, en plus bien évidemment du renoncement de la Jordanie à ses prétentions sur la Cisjordanie, ont contraint Israël à négocier directement avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. La déclaration de principe connue sous le nom des accords d'Oslo, signée en 1993, a permis aux Israéliens de maintenir leur présence dans les territoires palestiniens occupés, de se libérer des coûts et des contraintes de l'occupation et de progressivement mettre en place une séparation avec les Palestiniens. Concrètement, sur le terrain, la colonisation ne s'est jamais arrêtée et les accords d'Oslo n'ont pas créé de conditions permettant l'établissement d'un État palestinien, ni de mettre fin à l'occupation. Durant cette période, Israël a continué à refuser de reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Oslo s'est donc transformé en une réarticulation de l'occupation, bien plus que cet accord n'a permis d'y mettre un terme. Les années 90 ont connu donc plusieurs épisodes qui ont gravement contrarié le processus de négociation entre les Palestiniens et les Israéliens, dont notamment l'assassinat d'Yitzhak Rabin, l'opposition islamiste palestinienne au processus de négociation et l'élection de Benjamin Netanyahu. Nous allons revenir sur toutes ces questions dans le débat. Alors, la visite d'Ariel Sharon, chef du Likoud, sur l'esplanade des mosquées le 28 septembre 2000 a été vécue comme une provocation de la part des Palestiniens et a constitué finalement l'élément déclencheur de la deuxième intifada. Cette intifada traduit en réalité une colère et une frustration du peuple palestinien face à l'impasse du processus de négociation et à l'éloignement de toute perspective pour l'établissement d'un État palestinien. Le déclenchement de la deuxième intifada a aussi modifié la nature du débat autour de la question de la lutte armée. Progressivement, les Israéliens et avec eux les Américains mettent en place une stratégie qui transforme la question palestinienne en une question sécuritaire, occultant complètement la composante politique qui était censée donc traiter de l'établissement d'un État palestinien. Après l'échec des négociations à Taba en 2001, l'apaisement de l'intifada et la primauté de la dimension sécuritaire sont devenus des conditions préalables à toute éventuelle reprise de négociation entre les Palestiniens et les Israéliens, bien évidemment imposée par les Israéliens. Arafat est rendu responsable de la situation et est assiégé dans son quartier général. La Cisjordanie est aussi réoccupée à partir de 2002. Le choix de l'intitulé de cette table ronde « La Palestine 2001-2003, l'emprisonnement » reflète précisément cette situation d'un territoire réoccupé militairement, un peuple sous couvre-feu, des dirigeants assiégés et un processus politique complètement dans l'impasse. C'est donc dans des conditions qu'interviennent les attentats du 11 septembre qui ne vont que renforcer davantage l'idée selon laquelle Arafat fait partie du problème et non plus de la solution. La guerre contre l'Irak et le fameux projet américain de démocratisation du Moyen-Orient n'arrangent rien à la situation en Palestine. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de discuter de toutes ces questions avec deux spécialistes de la Palestine. D'abord, Jean-Paul Chagnolot, vous êtes président de l'IRIMO, professeur émérite des universités et ancien doyen de la faculté de droit de l'Université de Nancy, puis de celle de Cergy Paris. Vous êtes directeur de la revue Confluence Méditerranée et auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur le Moyen-Orient, les relations internationales, dont la question israélo-palestinienne.
Donc vous avez publié les plus récents parmi ces ouvrages: Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, Israël face à Israël et l'invention tragique du Moyen-Orient. Et bien sûr, Henri Laurence, avant que vous ne soyez titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe ici au Collège de France, vous avez été maître de conférence à l'université Sorbonne Paris 4 et professeur des universités à l'INALCO. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence, dont Le passé imposé, Les crises d'Orient, tomes 1 et 2, et 5 tomes de la question de Palestine. Alors avant de parler des années 2001-2003, Jean-Paul Chaniolo, on le savait déjà, dans les années 90, Oslo était un problème et non pas une solution. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les étapes du naufrage d'Oslo et comment est-ce que le 11 septembre a accéléré ce processus? Merci. Tout ça à la fois? Si vous pouvez. Bouton. Alors, en étant bref, tu me coupes si c'est... Puisqu'on a dit que c'était une discussion, donc je ne veux pas faire une intervention, mais si je devais, en politiste, situer tout ça, je dirais que la séquence dont nous parlons, c'est-à-dire 2001-2003, est comme une rupture, comme une bifurcation, comme une phase de transition radicale entre les années précédentes qui ont été malgré tout, et j'en dirais un mot, quelque part une espérance, déçue pour certains, d'autres au contraire étaient heureux de voir que ça allait échouer. Et puis ensuite, pendant toute cette période qui est une période de confrontation diplomatique, on arrive à 2001-2003. Et elle est aussi une période de bifurcation parce que ça a produit ce que nous connaissons aujourd'hui. Je pense vraiment que dans ces séquences, 2001-2003 ont abouti à ce que nous sommes dans une situation aujourd'hui d'un conflit plus que jamais asymétrique, colonial, etc. Donc je ne vais pas développer tout ça, ce serait trop long, mais si je prends juste la séquence, la première séquence, on aura l'occasion de revenir aux autres, pour arriver à 2001, je crois qu'on a toujours tendance aujourd'hui, quand on parle d'Oslo, à faire comme si son échec était inéluctable, ce que je ne crois pas. Il y a eu pendant quelque temps, en fait, une vraie confrontation diplomatique, mais aussi une vraie confrontation politique. Je veux dire par là que ce n'est pas simplement une confrontation entre Israéliens et Palestiniens, c'était aussi fondamentalement une confrontation chez les Israéliens et chez les Palestiniens. Et si je prends un instant les Israéliens, je crois que cette confrontation était terrible. L'opposition à Oslo, l'opposition à Yitzhak Rabin, était d'une très grande violence. Nous sommes en 1993, en 1994, et je voudrais qu'on voit, si c'est possible, une image que j'ai prise, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est l'image, non, c'est pas celle-là, c'est l'autre, oui. C'est l'image qui rappelle la violence qui se portait contre Rabin. Et cette violence, cette manifestation et ces pancartes ne sont qu'un tout petit exemple. Eh bien, elles ont conduit à son assassinat le 4 novembre 1995. Et comme on n'a pas le temps d'aller dans les détails, il y a juste une anecdote, et quelquefois les anecdotes ont du sens. Arafat était avec un de nos amis journalistes qui s'appelle René Bachmann le soir du 4 novembre 1995. Et René nous racontait que lorsque Arafat apprend la nouvelle de l'assassinat de Rabin, il dit « c'est fichu, je n'ai plus d'interlocuteur ». Alors, évidemment, ce n'est qu'une anecdote, mais elle est assez intéressante. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au lendemain de ce 4 novembre 1995, la veuve de Rabin appelait à ce qu'il y ait des élections anticipées, parce qu'à un moment donné, la droite se sentait un peu, en tout cas, culpabilisée. En tout cas, il y avait des chances que ça conforte le processus qui était si compliqué, ce processus de confrontation diplomatique. Et en fait, les élections n'ont pas eu lieu assez vite, elles ont lieu finalement le 29 mai 1996. Mais détrompez-vous, je ne suis pas en train de donner plein de détails, je suis en train de situer quelques séquences. Et en 1996, il y a eu beaucoup d'événements, et en particulier, il y a eu des attentats suicides du Hamas en plein Jérusalem. Il se trouve que j'étais là-bas, et je me souviens même encore de cet attentat à Jérusalem, c'était fin février 1996, en pleine rue à Jaffa Road, et puis un autre à Tel Aviv, et ça a évidemment contribué beaucoup à bousculer tout
les possibilités et les résultats des élections. Et il y avait donc des élections, et il faut rappeler une chose qu'on a oubliée, c'est que ces élections, à ce moment-là, étaient au suffrage universel pour la première fois. Suffrage universel direct, non pas pour le président, évidemment, mais pour le Premier ministre. Et les résultats, on va les voir tout de suite. Le 29 mai 1996, les résultats de ces élections étaient extrêmement serrés. Il y avait Pérez d'un côté et Netanyahou de l'autre. C'est-à-dire que ce n'était pas fichu du tout encore. Et Libération, qui sort le matin du 30 mai, Libération prenait les résultats qu'il avait dans la nuit. Et dans la nuit, et je m'en souviens très bien pour plein de raisons, Pérez, comme c'est dit dans la une de Libé, c'est la victoire sur le fil, quoi, la paix sur le fil. Et finalement, au petit matin, eh bien non, c'est Netanyahou qui l'emporte en 1996, et il l'emporte avec 1% de suffrage, c'est-à-dire 30 000 électeurs sur un corps électoral d'environ 3 millions, ça doit faire ça, 30 000. Et à ce moment-là, en 1996, qu'est-ce que veut faire Netanyahou? C'est vraiment casser, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire, en fait, Oslo, c'est le problème, c'est pas la solution, etc., etc. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, je ne veux pas être trop long, je vais laisser la parole là. Mais je crois qu'il faut vraiment se rappeler ça, et ensuite, si on y revient, je crois que c'est tout de même intéressant qu'à partir de ce moment-là, pour autant, le Likoud n'a pas réussi à complètement déstabiliser. Il y avait des forces, et en particulier la communauté internationale, pour une fois, a joué un rôle, et on est resté comme ça pendant des années dans cette confrontation diplomatique avec l'horizon de 1999. L'horizon de 1999, c'était en fait, en principe, théoriquement, le terme de ces accords au bout duquel il y aurait eu quelque chose qui ressemblerait à un État palestinien. Et les élections de 1999 ont été gagnées par Barak, toujours au suffrage universel direct. Et donc on avait encore une possibilité, et si je fais très court et très rapide, Barak a fait les choses de manière extraordinairement confuse, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette période, parce que ça se joue vraiment sur des petites séquences qui sont essentielles, parce que ces séquences, elles aboutissent à des bifurcations. Et finalement, ça a très mal bifurqué. Tu rappelais 28 septembre 2000, c'est-à-dire la visite de Sharon sur l'esplanade, et ensuite, et je termine là-dessus, je ne veux pas être trop long, je laisse la parole à Henri, l'élection de Sharon en février 2001. Et cette date de l'élection de Sharon, encore au suffrage universel direct, c'était la dernière. Après, les Israéliens sont revenus au système d'avant. Mais il y a eu 3 élections au suffrage universel direct, et Sharon est élu. Et il est élu, et à ce moment-là, bon, c'est clairement, ça a basculé. Ce sont les opposants radicaux à Oslo qui l'emportent, et je dirais qu'ils ont gagné, et aujourd'hui, ils sont au pouvoir, y compris ceux qui ont assassiné Rabin, ou ceux qui ont assassiné 29 musulmans à Hébron en février 1994, ces courants marginaux. Donc voilà, je crois qu'il faut bien prendre Oslo dans sa complexité, et c'est pas en 5 minutes que je vais résumer ça, mais je crois que c'est très complexe, et voilà, donc voilà, je veux pas développer plus, parce que je pense qu'Henri a sûrement beaucoup de choses à dire. Oh non, écoute, tu dis toujours très bien. Je veux simplement rajouter que justement la perspective des années 90 dans les deux camps, c'est la confrontation quelque part entre le réalisme et le mythe. Pour les Palestiniens, accepter un État qui ne couvre pas la totalité de la Palestine, mais simplement les territoires occupés, c'est reconnaître la perte, et c'est en même temps évidemment abandonner la revendication fondamentale qui était incarnée par les chartes palestiniennes de 64 et de 68. Et du côté israélien, c'est la même chose, mais moins clair. Rabin a été assassiné parce que les Israéliens se sont trouvés entre le projet, le mythe sioniste de la totalité de la terre d'Eretz Israël, et la nécessité de rétrocéder au moins une partie de cette terre. Et Rabin, Pérez le faisait au nom d'un réalisme qui disait que de toute façon on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a des Arabes là-dedans et qu'il faut quelque part les cantonner. Tandis que du côté sioniste dur, radicaux, nationalistes, ultra-religieux, etc., si vous voulez, c'était pas une question de quelques kilomètres carrés, c'était l'abandon du projet dans sa totalité de la récupération d'Eretz Israël. Donc il y avait des deux côtés à la fois une symétrie et une souffrance qui étaient impliquées
par la voie d'un compromis. Mais en même temps, Oslo était quelque part condamné parce que du côté palestinien, on avait admis qu'on n'aurait pas la totalité de la Palestine, mais on voulait sans aucun ne pas aller au-delà des territoires occupés en 1967. Tandis que du côté israélien, au nom du réalisme, au nom de la sécurité, on voulait continuer à avoir au moins une partie de la Cisjordanie. Et Oslo a échoué parce que, d'abord parce que le principe était mauvais. Enfin, au départ, il n'était pas mauvais, mais il a montré rapidement son côté de nuisance, puisque on dit on prend la position actuelle, on établit des relations de confiance, et dans 5 ans, on négocie le règlement final. Mais évidemment, dans les 5 ans, chacun va essayer de prendre ses positions en fonction du règlement final. Donc, on crée des champs de confrontation en permanence, qui sont les nouvelles colonies, qui sont Jérusalem, etc. Alors après, on s'est dit après coup, mais est-ce que c'était possible avant 92? Ça, c'est un autre problème. Après coup, il aurait fallu faire l'inverse, c'est-à-dire définir les positions finales du point de vue territorial et se donner un délai de mise en confiance de plusieurs années pour progressivement réaliser ça. C'est ce qu'ensuite, mais bien plus tard, l'administration de Bush, Condoleezza Rice, etc., a commencé à aborder ça, mais c'était vers 2008-2009, et là, on était vraiment dans le vide à ce moment-là. Et c'est sur ces positions de fond que Oslo a échoué. Moi, j'avais demandé à l'époque de faire un papier, je ne sais plus, je crois que c'était l'encyclopédie Larousse, je ne sais plus quoi. J'avais dit les Palestiniens sont gagnants s'ils ne perdent rien du point de vue du territoire. Je ne disais même pas qu'ils allaient y avoir plus. Et c'était vrai qu'ils perdaient. Et à partir du moment où ils perdaient de territoire, il y avait quelque part un processus qui allait dans le décor. Alors on avait caché ça en disant tout ce qui se fait entre Oslo et le règlement final n'est pas final. C'est-à-dire tout est remis en cause au règlement final. Et ça a amené évidemment l'échec de 2000 avec Camp David, qui a été horriblement mal préparé. C'était un foutoir épouvantable. Camp David 2. Alors l'une des raisons aussi, c'est un paradoxe du système israélien qui est son trop grand libéralisme. C'est un système politique qui est fondé sur la proportionnelle, donc vous avez toujours des coalitions au pouvoir, et en pratique, en dehors du nucléaire qui est tabou, c'est-à-dire si quelqu'un parle du nucléaire, il est foutu en prison dans la minute qui suit. Donc, en dehors du nucléaire, rien n'est tabou, c'est-à-dire donc les journaux israéliens publient le lendemain le contenu des délibérations du Conseil des ministres. Donc le résultat, c'est que les Israéliens se sont trouvés dans l'incapacité de préparer des scénarios de sortie. Parce que s'ils avaient commencé à rédiger un scénario de sortie en disant on accorde ceci, on accorde cela, le lendemain, ça aurait été dans la presse israélienne et la moitié de la population manifesterait en disant ils ont trahi. Et donc, à Camp David, ils sont arrivés sans aucun document préparatoire. Et ça a été aussi l'une des raisons de l'échec, c'est cette totale impréparation qui est systémique au sens, si vous lisez la presse israélienne en anglais en tout cas, mais moi je ne le lis pas en hébreu, vous voyez que pratiquement tout est dit du jour au lendemain dans les journaux. Très bien, merci. Donc, si on comprend bien, Jean-Paul, vous dites que Oslo n'était pas condamné dès le départ. Henri Laurence dit que c'était condamné. Ah non, je n'ai pas dit. Il n'y a pas de déterminisme total en histoire. Il y a toujours la liberté des acteurs. Voilà.
Simplement, l'une des raisons de l'échec d'Oslo, je ne dis pas que c'était condamné à l'avance, c'était que les Israéliens, enfin la direction israélienne, n'a pris conscience que très tardivement qu'il fallait donner plus qu'il ne pensait pouvoir donner au départ. Et avec une impréparation de l'opinion publique à ce qu'ils considéraient comme être des sacrifices. C'est ça que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que c'était condamné à l'avance. Je dis simplement qu'il y avait énormément de problèmes que l'on ne voyait pas à ce moment-là. Oui, je Micro. effectivement qu'il ne faut surtout pas réécrire l'histoire parce qu'on la connaît. Micro. Il ne faut surtout pas réécrire l'histoire parce qu'on la connaît. Donc, je veux dire, à l'époque, et moi j'aime bien l'Uchronie, à l'époque, eh bien, on pouvait imaginer que ça aurait pu continuer de manière positive. Alors là, je vais être le naïf de service, mais si vous regardez encore cette image que j'aime beaucoup, là, de Libération, si vous ouvrez le journal Libération, c'est un peu difficile là parce qu'on n'a qu'une seule, mais si vous l'ouvrez, je l'ai gardé comme une archive, eh bien, en fait, en page 2, 3, 4, c'est-à-dire vraiment, il y a presque un dossier là-dessus, il y a les prochaines étapes qui sont définies, et en particulier dans les accords d'Oslo, ce que tu viens de dire, Henri, il y avait l'idée qu'on était dans des mesures de confiance qui devaient durer quelque temps, et puis ensuite on parlait du fond. Et il fallait pour cela qu'il y ait une réunion qui porte sur les questions de fond. Or, Pérez avait à ce moment-là dit j'en fais une de manière informelle avant l'élection, mais dès après mon élection, si je suis élu, je mettrai en œuvre, j'ouvrirai cette discussion, quoi. C'est évidemment, c'est de l'Uchronie, parce que personne ne sait, ni moi ni personne, ce qui serait passé si cette élection avait lieu dans le sens où vous l'avez sur l'image, et si cette réunion qui traitait des questions de fond, c'est-à-dire la sécurité, les colonies, Jérusalem, etc., qu'est-ce qui serait passé? J'en sais rien. Mais je veux dire que ce n'était pas joué d'avance du tout, et il y avait des possibilités. Et moi, ce qui me frappe, c'est que nous sommes toujours, et ça c'est le politiste qui a ce regard-là, peut-être, c'est des confrontations au sein des Israéliens ou des Palestiniens. Il y a vraiment des fractures profondes chez les uns comme chez les autres. Les Israéliens, il y avait vraiment deux camps très opposés. La violence des périodes de 94 jusqu'à 95 sont terribles. Enfin, et ça se termine par la mort de Rabin. Et du côté palestinien, les attentats du Hamas aussi vont très profondément déstabiliser le processus. C'est ce que je cherchais à Hamas. Donc il faut prendre en compte aussi ces rapports de force. Je ne sais pas ce que ça aurait donné ensuite s'il y avait eu cette élection. Bon. Et puis il y avait, de la part des dirigeants palestiniens, à l'époque, c'était en particulier à partir de l'automne, en juillet, puis à l'automne 2000, le responsable de ces négociations, il y a Erakat, il y a Arafat, et il y a Yasser Abed-Rabo. Et c'est Yasser Abed-Rabo qui était à ce moment-là ministre de la Culture. Et moi, je me souviens de l'avoir rencontré à plusieurs reprises à ce moment-là. Et Yasser Abed-Rabo, ça devait être en novembre 2000, c'est encore une anecdote, mais je lui dis, mais si vous faites pas, si vous n'allez pas dans des compromis à partir des paramètres Clinton, parce que c'est à ce moment-là qu'on parle des paramètres Clinton, eh bien, Sharon arrive. Et je me souviens encore de cette discussion lunaire où Yasser Abed-Rabo me répond, mais non, vous n'y êtes pas. Sharon jamais ne sera Premier ministre, jamais il ne sera élu. C'est l'homme de Sabra Shatila, les Israéliens n'en veulent pas. Et ça m'avait vraiment, vraiment touché, parce que les sondages dans Haaretz, dans la presse israélienne, montraient que, puisque nous sommes en novembre 2000 et que l'élection a lieu en février, que bon, il allait passer très facilement, et il va passer avec 62 ou 63% des suffrages, quoi. Donc il y avait aussi de la part des Palestiniens une sorte d'euphorie, je ne sais pas comment désigner ça, et j'avais retrouvé aussi chez Arakat qui était dans cette même posture, quoi. Et ils n'ont pas vu venir enfin, je pense, c'est une hypothèse, je ne veux pas non plus affirmer trop les choses, c'est trop facile d'affirmer, mais en tout cas, j'avais le sentiment qu'à ce moment-là, je parle de ce que j'ai vécu à ce moment-là, j'avais le sentiment qu'ils allaient vers un précipice qu'ils ne voyaient pas, quoi. En tout cas, que le risque du précipice était là. Et ensuite, dès le mois de décembre 2001, Arafat se retrouve à la Moukata, complètement coincé. Alors le thème, c'est l'emprisonnement, et là aussi, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Arafat à la Moukata, quelques jours plus tard, c'était en avril, et je me suis dit, il va m'expliquer, il va nous expliquer, on était quelques-uns, comment il sort de là. Et j'étais surpris, et Arafat nous dit, les Américains vont nous sortir de là. Et il attendait la visite de Colin Powell, et Colin Powell est effectivement arrivé quelques jours plus tard,
Et il ne s'est rien passé, quoi. Enfin bon, voilà. Encore une fois, rien n'est écrit. C'est une autre uchronie. Si Sharon n'avait pas été, et si la répression israélienne n'avait pas aussi débilement menée le lendemain, parce qu'il y a eu un problème. Le chef de la police a eu une pierre sur la tête, il est tombé assommé, les gars n'avaient plus d'instructions, ils ont tapé dans le tas en tirant. Ça fait un certain nombre de morts, et c'est ça qui a déclenché l'intifada plus que la visite elle-même. Donc, ne serait-ce que ce micro-fait historique d'un caillou a tout changé. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu ça, probablement il était question la semaine suivante d'ouvrir de nouvelles négociations à Washington entre une délégation palestinienne et israélienne sous présidence américaine, et tout aurait pu changer. C'est pour ça qu'il y a ce point sensible, on en reparle pour l'ensemble de la journée et dans la conclusion tout à l'heure, c'est qu'il y a une extrême variabilité des situations avec des tas de scénarios alternatifs, parce qu'à chaque fois en histoire qu'on est dans des situations d'extrême déséquilibre, tout peut arriver. Alors que dans des sociétés ou des moments de l'histoire où il y a une très grande stabilité, un caillou ne change rien. Et là, peut-être que le caillou du haram el-Sherif a tout changé dans un sens, mais on est vraiment au micro événement. Très bien, donc Arafat attendait les Américains, et puis il y a aussi le 11 septembre. Comment est-ce que le 11 septembre influence la situation en Palestine, d'autant plus qu'on est dans une impasse politique, il y a une primauté de la sécurité. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça change vraiment sur le terrain? Jean-Paul. Je crois que, avant d'arriver au 11 septembre, je crois qu'il faut rappeler la chronologie en 2001. Et cette chronologie, elle est très particulière parce que en 2001-2002, donc il faut se rappeler la date, février 2001, c'est l'élection de Sharon, donc c'est la droite dure qui est au pouvoir, et à partir de décembre 2001, Arafat est coincé à la Moukata et il n'en sortira pas, enfin il en sortira, mais pour venir dans un hôpital à Paris et mourir dans des conditions sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir. Bref, mais ce qui est important, c'est que ces 2 années, y compris avec le 11 septembre, il y a au fond 2 niveaux, et qui sont diamétralement différents. Il y a le niveau de la communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe au niveau sur le plan international? Sur le plan international, on vote une résolution, c'est doit être en mars 2002, la résolution 1397, je crois, qui, pour la première fois, dit que le Conseil de sécurité appelle de ses voeux une région dans laquelle il y aurait 2 États, un État israélien, un État palestinien. Donc c'est vraiment la volonté au niveau du Conseil de sécurité, donc avec les Américains aussi, d'avoir 2 États. Et on lance un processus en cette période qui est le fameux quartet, c'est-à-dire un plan, la feuille de route, la fameuse roadmap, avec les États-Unis, les Nations Unies, l'Europe et la Russie, pour essayer d'avoir un nouveau plan qui devait se terminer en 2003 ou 2004. Donc on a le sentiment, si on lit la question sur le plan international, on a l'impression que le processus est relancé. Et puis si on revient, c'est le deuxième temps, au terrain, avec cette expérience que j'ai eue de la Moukata, c'est l'emprisonnement. L'opération Rempart, qui va consister à ce que l'armée israélienne réoccupe les villes qu'elles avaient évacuées dans le cadre du processus d'Oslo. Nous sommes ça va être fin mars 2002, avril 2002. Eh bien, là, c'est vraiment la décision de Sharon, c'est un vrai bulldozer. Et Arafat est complètement coincé. Et du coup, pour reprendre la suite de Colin Powell vient le voir à 2 reprises d'ailleurs. Donc, il faut imaginer la Moukata à ce moment-là. La Moukata avait été encerclée, bombardée. Moi, je me souviens, pour y aller, il fallait marcher à travers les sacs de sable. On montait un escalier poussiéreux. On arrivait dans la salle où Arafat était coincé dans dans un coin comme ça. Et ils n'en sortaient pas. Ils étaient nourris. Ils avaient des sardines et puis du houmous. Et c'était tout. Et donc, lorsque Colin Powell est arrivé, les Palestiniens ont cru que ça allait changer.
Et pas du tout, il ne s'est rien passé. Colin Powell est reparti et il n'y a eu aucune espèce de changement dans la situation très concrète. Et les Américains, avec le 11 septembre, ont sans doute été convaincus par Sharon. Qu'est-ce que disait Sharon à ce moment-là? Que Arafat, et c'est là que je reviens à ta question, Arafat était notre Ben Laden à nous-mêmes. Il y a même un ministre israélien qui a dit quelque chose que, vous vous rendez compte, nous avons un Ben Laden chez nous, et ce Ben Laden, on le nourrit, on lui donne du hummus et des sardines. Qui fait ça? Donc vraiment, on était dans deux situations radicalement différentes. Et évidemment, comme il n'y avait pas de pression sur Israël, surtout dans cette phase-là où les Américains étaient dans une logique complètement différente, avec la notion de guerre préemptive, la guerre préemptive qui va se dérouler ensuite en mars 2003 en Irak, et bien entendu, ça a beaucoup joué pour finalement faire en sorte que sur le terrain, rien ne se passe, quoi. Et après, ça s'installe, ça s'enracine pour en arriver à la situation d'aujourd'hui. La guerre préemptive, juste pour la définir, non pas d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue symbolique, c'était Condoleezza Rice qui avait une formule. Lorsque nous avons un serpent dans le jardin, on n'attend pas qu'il vous attaque pour le tuer. Voilà la conception du droit international que signifie la guerre préemptive et cette volonté de... On tape d'abord, voilà. Donc voilà, effectivement, ça a eu un rôle. Je ne crois pas que ça a eu un rôle décisif, mais c'est certainement quelque chose qui a accentué ce déséquilibre qui a abouti à ce désastre pour les Palestiniens, quoi. Alors, à mon avis, il faut aussi ajouter les événements à partir de février-mars 2001. Dans la première séquence de la seconde intifada, la violence, elle est essentiellement dans les territoires. Elle oppose l'armée israélienne à la population et aux forces de sécurité palestiniennes par un mécanisme tout à fait évident. Quand les policiers palestiniens, voire les leurs, commençaient à se faire tuer par la police israélienne, ils perdent leur nerf et ils commencent à tirer sur les Israéliens. Alors avec en plus, du coup, les Israéliens tapent sur la police palestinienne et ensuite ils lui demandent, une fois qu'ils l'ont bien démoli, de reprendre le contrôle de la situation, ce qui évidemment est rendu de plus en plus impossible à fur et à mesure que le temps passe. Mais à ce moment-là, les islamistes sont relativement en retrait. Dans la première séquence, le Hamas n'a pas fait d'attentat depuis 1995. Il disait de toute façon aux autres, on n'a pas besoin de s'opposer au processus de paix, les Israéliens vont tellement vous avoir que ça va tomber à l'eau et vous verrez qu'on a raison. Et la grande force du Hamas à ce moment-là, c'est que son diagnostic en effet est bon. Enfin, au sens, on va dans le décor, on n'a pas besoin de nous pour le mettre, ça va naturellement dans le décor. Mais ce n'est qu'à partir de l'arrivée de Sharon au pouvoir dans la seconde phase que commencent les attentats suicides contre la population civile israélienne, et pas simplement dans les territoires, mais aussi à Jérusalem et dans le territoire proprement israélien. Et là, c'est un choc traumatique terrible de l'autre côté, puisque tant que ça occupait les colons, quelque part, si je me permets le terme, à Tel Aviv, on s'en moquait un peu, enfin, on ne se sentait pas vraiment concerné. Mais quand vous commencez à faire sauter des restaurants pendant les CEDER, etc., en faisant 40 victimes, là, tout le monde se semble concerné. Et là, il y a un blocage de la population israélienne sur des positions intransigeantes, qui est le produit de ces attentats suicides qui est fait. Alors, tout à l'heure, ce matin, on a longuement évoqué la question du martyr, et là, on y est à plein dedans, puisqu'on citait tout à l'heure la différence entre une armée américaine qui n'ose pas engager 200 tués à Tora Bora par rapport à des gens qui justifient l'attentat suicide en disant « nous, on n'a pas de missiles, mais on a des hommes, et comme ils ont peur de mourir, nous pouvons... » Et ensuite, il n'y a pas que les islamistes qui font des attentats suicides, le Fatah fait aussi des attentats suicides. Mais cette bifurcation de l'intifada février-mars 2001 est une catastrophe. Ça va amener la fin de toute possibilité d'un véritable dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Docteur. Oui, je prolonge. Je crois effectivement que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une phase de rupture. Quelle que soit la complexité de l'analyse
de ces années 93 à 2000 qu'on vient d'esquisser là, c'est vrai que cette année 2001-2002, c'est une rupture complète, quoi, une rupture complète. Et ça radicalise les radicaux en Israël, ça renforce encore le poids de ces nationalistes et des nationalistes religieux. Et je pense, alors on en parlera peut-être après, on va basculer dans quelque chose qui est aujourd'hui, qui en est la conséquence aujourd'hui, c'est-à-dire la droite, l'extrême droite et les nationalistes religieux vont s'installer au pouvoir dans différentes configurations à partir de 2001. La gauche, et juste un chiffre qui est intéressant, il y en aura plein, mais si on prend ce qui représente politiquement le camp de la paix malgré tout et qui a tenté la paix, c'est-à-dire les élections à la Knesset en 1992, sur les 120 sièges, le Parti travailliste plus Meretz égale 56 sièges. Il en reste 4 ou 5 pour avoir la majorité. 56. Aujourd'hui, dernières élections en 2022, la même coalition qui n'existe d'ailleurs plus, c'est 6 ou 7 sièges. On est passé de 56 à 7. On est passé de 45% de suffrages exprimés à moins de 10. Le Parti socialiste français à côté se porte bien, quoi. C'est vous donner une idée un peu quand même. Donc c'est vraiment, et c'est pas simplement électoral, ça serait trop facile, c'est un effondrement de toute une sensibilité, c'est un effondrement de ce qu'on a appelé dans cette période des années 90 le camp de la paix. À partir de 2001, le camp de la paix, il est complètement discrédité. Comment est-ce qu'on peut pouvoir négocier avec des gens qui nous tuent dans un hôtel, dans un restaurant, ce que vient de dire Henri. Donc on est vraiment, pour moi, c'est vraiment la rupture. Et ensuite, ça donne cette hégémonie. Et quand je dis hégémonie de la droite, c'est hégémonie électorale, c'est hégémonie politique, c'est l'hégémonie idéologique, c'est la question des valeurs, avec à chaque fois une radicalité au sein de ce groupe pour arriver à avoir des gens comme Ben-Gvir aujourd'hui au pouvoir, ou Smotrich qui était à Paris, je ne sais pas s'il est encore, mais qui était à Paris il y a 2-3 jours et qui disait qu'il n'y a pas de peuple palestinien. Or ces gens-là, les Ben-Gvir, les Smotrich, qui sont aujourd'hui au pouvoir, bien qu'ils ne pèsent que, entre guillemets, 10% de suffrages exprimés, mais ils sont au cœur de la coalition, ces gens-là, ils sont les héritiers directs de l'assassin de Rabin, comme de l'assassin, comment il s'appelle, Goldstein, Baruch Goldstein, qui avait assassiné 29 musulmans dans la mosquée d'Hébron. C'est le même courant, et d'ailleurs, il s'en revendique, hein, puisque ça renvoie au parti cash du rabbin Cohen des années 80. Donc voilà, on est vraiment dans une rupture qui nous conduit à la situation d'aujourd'hui. Avec aussi un décrochage des Arabes israéliens. À l'époque, Rabin, il vote pour Rabin, et les députés arabes sont indispensables pour maintenir la coalition au pouvoir. Au moment où Rabin est assassiné, les Arabes israéliens pleurent, vraiment. Mais 5 ans après, au moment du démarrage de la seconde intifada, il y a vingtaine d'Arabes israéliens qui sont tués par la police. Et les Arabes israéliens décrochent du camp de la paix. Et cette blessure, elle ne sera jamais retrouvée depuis. Il y a une déclaration du fils de Émile Habibi, au moment dont tu parles, quand il y a eu les 13 morts, il dit « Nous sommes revenus aux années 50 ». C'est-à-dire que ce qu'on avait pu espérer comme progrès d'insertion des Arabes israéliens, vient de se casser complètement. Et il ne faut pas penser que ces 13 morts, c'est dans une manifestation qui aurait pu être une sorte d'accident. Non, ça s'est passé à plusieurs moments, à plusieurs endroits. Donc c'était vraiment quelque chose qui a effectivement, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, quand on va ça a profondément marqué la conscience des Arabes israéliens, bien sûr. Et est-ce que la guerre en Irak a eu plus de répercussions sur le terrain palestinien ou bien israélo-palestinien, et du côté israélien et du côté palestinien? Il y a surtout l'attente. Je veux dire, moi j'étais au Proche-Orient à ce moment-là, je l'ai rappelé ce matin, on était en position de gel, parce que toute la question c'est savoir quand vont-ils attaquer? Et alors on disait, bon, on va faire telle chose dans un mois, telle chose dans un mois et demi. Oui, si les Américains n'attaquent pas. Et comme ils n'avaient pas la gentillesse de nous communiquer la date de l'invasion de l'Irak, on était à peu près paralysés à Beyrouth. Et c'était la même chose
dans l'ensemble de la région. Les Arabes qui disaient on ne veut pas que les Américains attaquent l'Irak, mais on voudrait qu'ils l'attaquent tout de suite parce qu'on en a marre d'attendre. Hein, c'était à peu près ça ce qu'on entendait sur place. Donc, à partir du moment, c'est-à-dire le second semestre 2002, où la concentration des troupes américaines est en train de s'opérer au Koweït, plus rien ne se passe, parce que tout le monde sait qu'il faut attendre l'invasion. Donc, c'est là la première répercussion, c'est le gel des situations sur le moment présent. Et à fur et à mesure qu'on se rapproche de l'invasion, nous, encore une fois, personne ne connaît la date, même pas les Américains, puisque finalement, ils ont décidé vraiment au dernier moment que ce serait le 20 mars. Les Israéliens et les Palestiniens ont revécu leur propre histoire. C'était absolument fascinant à voir, c'est-à-dire qu'il y avait une angoisse dans les territoires palestiniens qui était celle d'une nouvelle Nakba. Ils ont dit, les Israéliens vont profiter de la crise, si la guerre s'étend dans la région, ils vont nous expulser. Et les Israéliens avaient peur d'une nouvelle Shoah, en disant, les Irakiens vont nous bombarder avec des gaz de combat, ils vont tuer des centaines de milliers des nôtres. C'est-à-dire qu'il y avait un gel accompagné des deux camps dans un retour sur leur tragédie propre, Shabbat, Shoah et Nakba, et ça, c'était vraiment sensible à ce moment-là. Et puis, il y avait aussi le fait que Bush était poussé par Dieu, donc il avait dit une fois que on aura réglé la question irakienne, ce qui sera un piece of cake, si j'ose dire. Dieu m'a dit qu'il fallait que je règle la question israélo-palestinienne. Alors là, ça inquiétait tout le monde, ici bien les Israéliens que les Palestiniens, de savoir ce que Dieu avait dit exactement à Bush 2. Mais il l'a dit, ça, je vous jure qu'il l'a dit. Hein. Ce n'est pas une invention de ma part. Donc on a cette peur, cette attente, mais je veux dire, tout le monde dans la région était dans l'attente. Oui, je crois que effectivement, c'était une période de très grande tension, de très grande angoisse, d'appréhension multiple évidemment, mais en même temps, sur le terrain, parce qu'il faut vraiment distinguer les différentes strates, sur le terrain, les choses étaient déjà jouées. Je veux dire que l'asymétrie structurelle du conflit israélo-palestinien, là, il devenait, sur le plan matériel, sur le plan de la réoccupation, était évident. Donc les Palestiniens avaient perdu cette bataille. Elle n'était pas terminée, d'ailleurs, ça continuait encore. Mais je veux dire que l'essentiel était déjà joué. Je crois que le naufrage d'Oslo était déjà entériné. Et je dirais la perte d'avenir était là. Et ça, c'est pour moi extrêmement important, parce que cette perte d'avenir, elle surgit à ce moment-là. Et je pense que les nouvelles générations, les Palestiniens qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, ce sont justement ces jeunes qui sont nés en cette période et qui ont à leur tour non pas cette perte d'avenir, mais cette absence d'avenir. Car dans les années 2001-2003, on peut parler de perte, parce qu'il y avait quand même quelque part, dans certains segments de la société palestinienne, il faut être très prudent aussi, dans une certaine jeunesse. Moi, je me souviens, en tant qu'universitaire, on avait des jeunes étudiants palestiniens qui discutaient avec... Enfin, il y avait quelque chose qui se passait avec les Israéliens. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y avait quelque chose, il y avait quelques étincelles fragiles. Et donc, à un moment donné, il y a une perte d'avenir. Et là, pour la jeunesse palestinienne aujourd'hui, c'est le prolongement, mais autrement. On n'a pas une absence de perspective politique, et ça, c'est profondément ressenti dans la situation terrible dans laquelle la jeunesse palestinienne se trouve aujourd'hui. Et à mon avis, on va avoir, c'est la suite finalement, et on va avoir dans les mois qui viennent, ça va commencer déjà, des choses terribles. Pour prendre un simple exemple de ce qui était faisable à la fin des années 90, c'était ce que faisait un de mes collègues de l'université de Birzeit, Salah Abdel Jawad. Il avait organisé des visites des villages palestiniens détruits. Donc il faisait ces visites par des Israéliens. Et en échange, il amenait ses étudiants arabes de Birzeit au mémorial au Yad Vashem. Donc, il avait réussi à montrer les uns et les autres l'ampleur de leur propre histoire. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'impensable, ce genre d'initiative. Absolument impensable.
Mais on le perd à ce moment-là. Parce que l'exemple que tu donnes, il y a eu 1001 comme ça, micro-initiatives dans le domaine universitaire, parce que bon, c'est un peu notre champ d'action. Mais dans d'autres domaines, par exemple sur le plan je me souviens de chefs d'entreprise palestiniens qui avaient des contacts avec des chefs d'entreprise israéliens, donc il se passait des choses, quoi, avec cette idée qu'on a peut-être un avenir différent de ce qu'on a pu connaître. Et ça a fait naufrage complètement. Et dans toutes ces conditions-là, comment on peut lire l'arrivée au pouvoir du Hamas? Parce que quand même, ça a joué sur... Non, ça c'est plus tard quand même. L'arrivée du Hamas au pouvoir, c'est aux élections de 2006. On entre dans une seconde phase. D'abord, il y a un événement majeur qui est la mort d'Arafat, oui, ou l'assassinat d'Arafat, débat historique que je ne vais pas trancher ici, j'en ai pas les moyens ni la compétence, mais c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, l'élection de Mahmoud Abbas donc, comme président de l'autorité palestinienne en début 2005, puis les élections de 2006. Mais les élections de 2006 qui donnent donc la victoire au Hamas, si on la regarde de près, c'est une victoire qui est aussi une défaite du Fatah. C'est-à-dire que, je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais c'est en termes de suffrage exprimé, en gros, les forces du Fatah et les forces du Hamas sont tout à fait équilibrées. Simplement, comme il y a deux modes de scrutin, vous savez ça, il y a la proportionnelle pour une part et il y a le scrutin majoritaire d'autre part. Et donc le Fatah a perdu pratiquement tout au scrutin majoritaire parce qu'il y avait des clientélistes au sein du Fatah, il y avait plusieurs candidats, bref. Donc ce n'est pas une victoire écrasante du Hamas, mais il n'empêche qu'ils ont gagné le nombre de sièges, ça c'est clair. Et le premier président, c'était Jack, comment il s'appelait? Oui, Jack, qui était un universitaire de Naplouse. Eh bien, voilà, c'est effectivement là. Et le refus, alors là encore, une anecdote, mais ça c'est très intéressant, les cadres du Fatah, notamment quelqu'un comme Erakat, qui donc se retrouve dans la minorité. Et je me souviens de discuter avec Erakat le lendemain ou le surlendemain de ces élections, dans son fief de Jéricho, et il explique jamais nous n'accepterons que le Hamas reste comme ça majoritaire, jamais nous accepterons leur victoire. Et c'était pour des raisons politiques, des raisons idéologiques et je dirais culturelles. Donc c'était vraiment là aussi au sein des Palestiniens un problème immense qu'ils n'ont malheureusement évidemment pas réglé aujourd'hui, bien au contraire. Sur la notion d'enfermement, parce qu'elle est à la fois une notion physique et une notion morale. Elle est physique parce que pour contrôler les populations, on met d'abord les villes palestiniennes sous siège, on multiplie les contrôles et puis on commence à construire un mur de séparation dès le second semestre 2002, si mes souvenirs sont bons. Mais en même temps, je pense que ce qui est la marque de l'enfermement, c'est que les deux parties s'enferment en 2002-2003. Ils s'enferment. Alors, ils sont prisonniers l'un de l'autre, comme dans toujours ce type de colonisation. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est que l'autre disparaisse. Mais il a tendance à toujours rester, donc c'est pas une solution. Et donc, on s'enferme dans un, comment dire, pas un dialogue, enfin, dans un enfermement, on ne peut pas trouver de solution de sortie. Et, alors qu'à Oslo offrait une solution de sortie, il n'y en a plus à partir de 2002-2003. Le quartet, ce sera une vaste escroquerie. Et d'ailleurs, je notais au passage qu'à l'époque, le site en français du département d'État utilisait Quatuor, tandis que le site des affaires étrangères utilisait Quartet. C'est donc les Anglais étaient plus respectueux de la langue française que notre ministère. Mais pour revenir à l'essentiel, l'enfermement dans lequel les gens se trouvent aujourd'hui avec aucune perspective d'avenir, y compris du côté israélien, il se forge entre 2002 et 2003. Et bon, la négociation du quartet, comme je l'ai dit, ce sera une escroquerie. Et ensuite, bon, il y a la dernière petite chose, Annapolis et Olmert, mais bon, c'était vraiment sans conviction. Et donc, ils voudraient être séparés, mais ils n'arrivent pas. Et on voit donc cette violence quotidienne, ces remontées de violence
et dans lesquels les deux peuples sont condamnés jusqu'à aujourd'hui, et je crains encore pour très longtemps. C'est donc la seconde notion d'enfermement, c'est que l'un et l'autre sont enfermés, je dirais, dans la même pièce, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Juste un mot sur Olmert, parce que c'est... Un mot sur Olmert, qui va donc succéder à Sharon lorsque Sharon a son accident cérébral en 2005, fin 2005 je crois, puisqu'avant il y a une évacuation de Gaza. Et Olmert a tout de même été, je dirais, parmi ceux qui ont essayé de négocier, quelqu'un, je crois, qui a vraiment essayé, quoi. Le problème, c'est qu'il n'avait pas du tout les moyens politiques pour le faire, sans parler du fait qu'il s'est retrouvé ensuite avec des dossiers assez lourds, enfin pas très lourds d'ailleurs, des affaires d'escroquerie assez mineures, mais ça a suffi pour le disqualifier complètement, et donc il a disparu de la scène, et je crois qu'il a même fait de la prison après Olmert. Donc c'était un moment aussi où là on a été assez loin, quand on regarde, il y avait même des cartes, enfin il y a eu un effort de négociation, c'est le dernier avant que n'arrive Obama et un certain nombre d'autres points, et donc effectivement on est dans l'enfermement réciproque, à part que certains sont plus enfermés que d'autres, quoi. Oui, absolument. Et puis, juste un mot, parce que puisqu'on est dans des séquences d'histoire, on n'a pas parlé, mais évoquons ça d'un mot quand même. Au moment où il y a la résolution dont j'ai parlé tout à l'heure, la 1397 aux Nations Unies en mars 2002, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a le plan de paix arabe, quoi. Le plan de paix arabe, c'était quand même quelque chose de nouveau, ça. L'idée qu'on allait accepter une normalisation diplomatique avec Israël si Israël acceptait les résolutions des Nations Unies. C'est tout de même important. Et Sharon l'a balayé, mais alors d'un revers de main, en estimant même que c'était un danger. Enfin, ça a été un refus absolu. Et donc, on est vraiment... Et là, on est toujours dans cette même posture consistant à refuser toute forme de négociation. Et puis, de toute façon, pour les nouveaux dirigeants, si je fais un rapide saut, je reprends la formule de Smotrich prononcée à Paris il y a 3 jours, il n'y a pas de peuple palestinien. Point. Je me suis amusé parce que dans son discours, il a dit « Mon grand-père était en Palestine en 1890. Donc, selon la charte palestinienne de 1968, il est palestinien. Puisque est palestinien toute personne avant l'entrée en Palestine, avant la déclaration de Balfour. » Tu devrais le dire. Donc, c'est une ironie. Oui, c'est l'ironie. Le problème, c'est que lui, il existe, quoi. Oui. Vous avez parlé de cet enfermement et vous avez dit que ça commençait en 2002. Je voulais juste rappeler peut-être une séquence qui est quand même importante. C'est la division interpalestinienne. C'est l'arrivée donc au pouvoir du Hamas à partir de 2006. Et puis cette division. On a beaucoup parlé d'aujourd'hui, la perspective, l'avenir, la situation en Palestine, etc. Comment vous voyez cette période par rapport à aujourd'hui? Comment ça a influencé et comment ça aurait... qu'est-ce qu'on n'a pas vu à l'époque, qu'on voit aujourd'hui, avant de passer aux questions du public? Je dirais simplement, on peut dire énormément de mal d'Arafat, à juste titre, parce qu'il y a quand même un paquet de choses qu'on peut dire, en particulier son fameux laram, c'est-à-dire le oui-non, c'est qu'on ne savait jamais ce qu'il voulait exactement. Mais c'est quelqu'un qui, dès le départ, à la fois pour des raisons objectives et pour des raisons personnelles, enfin d'analyse politique, il a refusé ce qu'avait fait le FLN algérien en 1954, c'est-à-dire supprimer physiquement toute opposition. Et donc, le mouvement palestinien était pluraliste, contrairement au FLN en Algérie. Et donc, à partir de ce moment-là, ce pluralisme, qui était par ailleurs soutenu par telle ou telle puissance, à un moment l'Irak ou la Syrie finançait Abbas, etc. Bon, passons sur les détails. Mais ce pluralisme, Arafat l'a toujours maintenu parce qu'il s'est toujours refusé à faire de la guerre civile. Et alors donc, le prix à payer en refusant de faire de la guerre civile, c'était la corruption. Clientélisme, etc. Donc à chaque fois qu'il y avait une montée de tension, il filait sur la table un paquet de billets et il s'arrangeait, en jouant sur les relations entre un tel et un tel, à calmer la situation. Quand les Israéliens lui disaient
Mais les gars du Hamas en prison, ils disaient oui, ils les mettaient en prison et puis ils sortaient ensuite 3 jours après par la porte de derrière. Les Israéliens disaient c'était revolving door, la porte, etc. Mais sa stratégie, enfin, c'était toujours sa ligne de conduite. Pas de guerre civile. Et dès qu'il n'était plus là, dans le contexte de 2006, ça a été la guerre civile. Et là, on a senti la différence entre ce qu'était Arafat et ce qu'était Abou Mazen. En fait, j'allais justement insister sur ce point. C'est-à-dire, je crois que la mort d'Arafat en novembre 2004, là aussi, c'est une rupture, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus ce leader charismatique qui a porté la lutte nationale pendant des décennies. Et sa capacité à organiser des contradictions, à la fois au sein des Palestiniens, mais aussi dans le monde arabe. Enfin, il était devenu assez maître du jeu de ce point de vue-là, enfin maître de ce jeu-là, jusqu'à un certain point, évidemment. Et après, c'est vraiment la coupure. Et je répète, la coupure, elle est profonde, elle n'est pas simplement électorale ou politique, elle est beaucoup plus profonde que ça, elle est idéologique, elle est culturelle. Et quand tu parlais d'enfermement tout à l'heure, moi je dirais qu'un enfermement de plus, c'est que les uns et les autres, le Hamas est enfermé sur lui-même, comme l'autorité palestinienne l'est aujourd'hui, quoi. Et là, l'autorité palestinienne s'enferme, mais n'est plus capable de voir quoi que ce soit. Elle est même coupée du reste, coupée de sa jeunesse en particulier. Là encore, une anecdote, mais c'est quelquefois intéressant. Discussion à Ramallah avec des responsables du Fatah, l'autorité palestinienne, et je me permets de leur dire qu'ils ont un candidat formidable pour la prochaine présidentielle, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, qui était Marwan Barghouti, pour des raisons diverses. Et ils m'ont fait cette réponse qui est quand même assez caractéristique d'un système d'appareil. Ils m'ont dit oui, mais c'est pas son tour. C'est-à-dire que c'est l'appareil qui décidera en fonction des intérêts de l'appareil. C'est pas par rapport à une stratégie globale qui ferait qu'on va désigner tel ou tel. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé l'année dernière, en 2022, l'annulation des élections législatives et présidentielles vont dans le même sens, puisque finalement, justement, Barghouti ressortait avec des chances de gagner. Et finalement, Mahmoud Abbas a préféré les reporter, mais les reporter sine die. Et donc, on est dans l'impasse et dans l'enfermement. On peut peut-être prendre quelques questions, si vous en avez.